Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour ce troisième rendez-vous du cycle des conférences publiques Les langages politiques en islam, conçu dans le cadre de la chaire Averroès de l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université, l'IMERA. Alors après le califat à l'épreuve de l'histoire, thème de la première conférence, après Histoire et langage du Coran, autour de l'ouvrage Le Coran des historiens, nous nous intéressons ce soir à la question de la formation de l'Empire islamique et son gouvernement aux différents langages politiques et administratifs développés dans les premières années de l'exercice politique en islam, en convoquant les documents de chancellerie écrits dans différentes langues absorbées et adoptés dans un premier temps par les nouveaux conquérants, avant que leur langue, c'est-à-dire l'arabe, ne s'établisse définitivement, mais lentement, comme unique langue de l'administration. Et ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Arieta Papakonstantinou. Arieta est Associate Professor à l'Université de Reading en Angleterre. Elle est spécialiste d'histoire sociale et culturelle du Proche-Orient antique et médiéval. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et études. Je citerai Le culte des saints des Byzantins aux Abbassides, l'apport des inscriptions et papyrus grecs et coptes paru en 2001. Mais elle a surtout dirigé de nombreux ouvrages collectifs sur les questions du multilinguisme, des grandes transformations survenues dans le Proche-Orient avec l'arrivée de l'islam. Je cite en particulier The Multilingual Experience in Egypt, From the Ptolemies to the Abbasids, paru en 2010, et un autre ouvrage avec un groupe de collègues intitulé Conversion in Late Antiquity, Christianity, Islam and Beyond, paru en 2015. Et les travaux d'Arieta sont au cœur des renouvellements historiographiques entrepris depuis plusieurs années maintenant pour convoquer les documents contemporains en vue de mieux comprendre les évolutions et transformations du Proche-Orient avec l'arrivée de l'islam. Cette période, qu'on définit maintenant comme Late Antiquity and Early Islam, antiquité tardive, début de l'islam, cette période est cruciale pour comprendre non seulement l'histoire de la formation de l'islam, mais aussi de l'évolution du monde antique vers un monde qu'on appelle médiéval. Cette appellation d'histoire médiévale ou de Moyen Âge est directement issue de l'écriture d'une histoire européenne qui considère le millénaire, allant grosso modo de 500 à 1500, comme une période intermédiaire entre deux moments forts de la civilisation occidentale. Un moment d'antiquité classique, gréco-romaine, et un moment de modernité européenne qui démarre avec la Renaissance. La période médiévale ou le Moyen Âge est de ce point de vue foncièrement européen et ne répond pas forcément aux dynamiques historiques que le Proche-Orient a connues à la même période. La question est d'importance car de puissants écrits historiques ont pointé l'islam comme l'élément fondateur d'une forme de décadence européenne et l'annonce des siècles médiévaux en Occident. Dans son ouvrage posthume paru en 1937, intitulé Mahomet et Charlemagne, l'historien belge Henri Perren montre que le début du Moyen Âge en Europe n'a pas été causé par les invasions germaniques du 5e siècle, comme on l'a souvent avancé, mais essentiellement par l'apparition de l'islam au 7e siècle. Les conquêtes islamiques du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, ont causé la fin du monde méditerranéen antique et du retirement de la civilisation européenne pour se transformer en civilisation plus continentale et dont la manifestation politique la plus évidente est l'empire de Charlemagne, qui est en quelque sorte l'ancêtre d'une Union européenne contemporaine. Par conséquent, selon Henri Perren, sans Mahomet, point de Charlemagne. Et ce paradigme a longtemps dominé les études historiques, marquant une faille profonde entre Occident chrétien et Orient islamique. Et ce n'est que vers les années 1970 que les choses commencent à changer à Arieta. Oui, c'est avec un des grands changements, disons, c'est quand avec les travaux de Patricia Crone, et en particulier qui mettent en cause disons, les narrations traditionnelles, cette narration traditionnelle de l'histoire de l'islam plus précisément, hein, c'est-à-dire l'attente de tout trouver dans les textes plus tardifs. Et
qui reparlent, qui refont les origines. Un de ses élèves, Robert Hoyland, qui est maintenant grand professeur aux États-Unis, a fait sa thèse sur un livre qui a été peut-être un grand tournant dans ce sens, a fait sa thèse et a écrit un livre, pardon, qui a été un grand tournant, qui est une histoire de l'islam à partir des sources non musulmanes, qui s'appelle Seeing Islam as Others Saw It, hein, voir l'islam comme les autres le voyaient. Et ce livre, publié dans une série qui était à l'époque en plein essor, qui était une série organisée par une byzantiniste et un islamisant, qui s'appelait Studies in Late Antiquity and Early Islam, hein, et qui mettait ensemble l'Antiquité tardive et l'islam sous le même chapeau, c'est-à-dire en montrant les continuités, en montrant les rapports, en essayant d'insérer la naissance de l'islam dans le cadre dans lequel il est né, c'est-à-dire pas comme une espèce de chose qui est tombée du ciel dans la péninsule arabique, mais comme quelque chose qui est né dans un contexte historique, social, politique, etc. Et culturel d'ailleurs. Et cette série a publié toute une série de livres où on faisait venir des gens des deux côtés pour travailler et essayer de voir les convergences. Malgré tout, avec cette série, on est resté dans disons, dans les sources narratives. On est resté dans les sources narratives qui, tout en étant très parlantes, ont un gros défaut, c'est que ce sont très souvent des sources, enfin très souvent, pratiquement toujours dans ce cas-là, des sources confessionnelles. Et donc, parlent toujours du point de vue des élites d'une communauté donnée, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane, chrétienne d'une dénomination ou d'une autre, parce qu'il y avait plusieurs groupes chrétiens à l'époque. Donc, et c'est souvent des histoires qui construisent une vérité qui est la leur. Alors, bien sûr, ils parlent incidemment de l'islam, et donc, quand on en parle incidemment, souvent, on peut lire à travers les lignes, entre les lignes, et construire, en historien, construire quelque chose. Mais évidemment, ils ont aussi une attitude très souvent, soit des conquis, soit des vaincus, soit une attitude de conflit ou de protection de leur identité. Donc, c'est pas toujours... on a beaucoup de mal à voir en dessous de ce niveau, parce que c'est écrit par des élites qui sont des élites qui essayent de contrôler un peu leurs ouailles à travers cette littérature. Et donc, finalement, ce qui manque très souvent dans l'Antiquité et ce qui manque dans cette histoire, c'est le niveau qu'ont les historiens en Europe, disons, en Europe plus tardive, du Moyen-Âge, à partir de la fin du Moyen-Âge, disons, c'est les archives, des documents dits de la pratique, hein, des documents qui sont ceux qui échappent, disons, à ce contrôle des élites. Ce genre de documents, il a fallu quand même, c'est pas qu'il n'y en a pas en islam. Il y en a, enfin, en islam ou en antiquité d'ailleurs, mais il y en a beaucoup en Égypte parce qu'il y a toute la documentation écrite sur papyrus qui a été très bien conservée dans les sables égyptiens. Mais il y en a aussi ailleurs. Il y en a dans plusieurs régions de l'Empire islamique, soit écrits sur des parchemins, soit écrits sur on appelle ça sur des morceaux de bois, etc. Donc il y a des textes, mais ils étaient très peu utilisés. Il a fallu, après la révolution, disons, Crone et compagnie, il a fallu encore à peu près 2 décennies avant qu'on commence à prendre conscience de l'importance de ces documents, alors qu'on en publiait depuis assez longtemps des documents
des papyrus arabes, hein, mais on n'avait pas vraiment vu ce que ça pouvait apporter à l'histoire des premiers siècles de l'islam. On s'intéressait plus à la langue ou à des choses comme ça, de la philologie. Les papyrologues plus chevronnés, disons, qui étaient les antiquisants, qui utilisaient des papyrus depuis plus d'un siècle, étaient des gens qui étaient plutôt des classiques. Du coup, les choses après la conquête arabe, ça ne les intéressait pas non plus. Et toute cette richesse documentaire en 3 langues différentes, des 150, 200 premières années de l'Empire islamique n'étaient pas du tout pris en compte. Les islamisants ne s'y intéressaient pas parce que c'était pas connu, pas publié, pas... et les classiques ne s'y intéressaient pas parce que c'était islamique. C'était plus du tout l'empire, c'était la fin de l'Empire romain. Après, c'est fini. Et peu à peu, il y a eu quelques chercheurs qui ont poussé, et puis c'est devenu un grand sujet. Là, je sors de 4 jours, enfin, pas 4 jours complets, mais du congrès trisannuel de la Société internationale de papyrologie arabe, justement, qui vient de se terminer. Et il y avait 120 participants au total. Donc, c'est quelque chose qui, depuis le début du millénaire, plus ou moins, est devenu quelque chose de très important. Enfin, très important, tout est relatif, vous me direz, mais très important par rapport à ce que c'était avant, où il n'y avait personne. Et en particulier, il y a énormément de thèses sur le sujet, ce qui est très encourageant. Voilà, je passe à Sophie pour passer au-delà de l'introduction. Merci beaucoup, Arietta. Oui, alors je vais... pour bien préparer le terrain, Arietta, et parler plus en détail de cette documentation impériale, cette documentation multilingue, il faut d'abord planter quelque sorte le décor et parler de ce grand événement du 7e siècle, c'est-à-dire les conquêtes islamiques, l'apparition de l'islam, bien sûr en tant que message monothéiste, mais plus encore en tant que force politique dans le Proche-Orient et le monde méditerranéen. Et quand on parle d'empire, on pense nécessairement à une expansion militaire, à des conquêtes menées par une armée depuis un centre, depuis une capitale, ou depuis un centre énergique. Et l'Empire islamique non seulement n'échappe pas à ce schéma classique, mais fait presque figure d'exception dans l'histoire des grands empires mondiaux. La question centrale qui a été posée par les historiens depuis plus d'un siècle est la suivante. Comment un mouvement marginal né dans une zone exilée du monde antique, c'est-à-dire le Hijaz ou l'Arabie occidentale, mené par des hommes considérés comme nomades, organisés en tribus, a pu conquérir en l'espace de quelques années les régions du Proche-Orient et d'Afrique, dominées jusque-là par 2 puissants empires, l'Empire sassanide ou la Perse et l'Empire romain ou Byzance. Rappelons rapidement les faits tels qu'ils sont rapportés par la tradition musulmane, mais aussi par ces sources non musulmanes que Arietta vient d'évoquer à l'instant. En 570, naquit à la Mecque Mohammed ibn Abdallah dans une famille de notables, mais une famille appauvrie. Orphelin très tôt, il est élevé par son oncle et il se marie à l'âge de 25 ans avec une richissime femme du nom de Khadija et il se spécialise dans le commerce caravanier. En 610, à l'âge de 40 ans, il reçoit la première révélation divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et commence alors sa prédication à la Mecque. En 622, Mohammed décide de quitter la Mecque pour s'installer dans l'oasis de Yathrib, la future Médine, pour échapper à la persécution de ses adversaires mécois. Ce moment est considéré comme l'hégire qui sera retenu comme le calendrier officiel de l'Empire et de l'Islam. En 632, Mohammed s'éteint à l'âge de 62 ans, mais quelques sources chrétiennes mentionnent sa présence lors des premières campagnes militaires en Palestine en 634. En effet, les 2 années qui suivirent sa mort sont marquées par ce qu'on appelle les guerres d'apostasie, c'est-à-dire ces guerres qui sont causées par le refus des tribus arabes de la péninsule de reconnaître l'autorité politique des successeurs de Mohammed. En 637,
le noyau militaire de Médine, grossi par des groupes tribaux reconnaissant à nouveau l'autorité de Médine, se trouve aux frontières des deux grands empires de la région, donc la Perse et Byzance. Deux batailles à quelques mois d'intervalle symbolisent la victoire de Médine sur Byzance et la Perse. D'abord Al-Qadisiyya en Irak, qui va rayer de la carte l'empire sassanide, et Al-Yarmouk en Syrie, qui prive l'empire byzantin des provinces de Syrie et de Palestine. Mais peut-être plus important encore pour l'installation du nouveau pouvoir de Médine sont ces pourparlers entre les dirigeants du nouveau mouvement, dont les noms les plus illustres sont Amr ibn al-As et Khalid ibn al-Walid, pour n'évoquer que ces deux noms. Donc des pourparlers entre les dirigeants de ce mouvement et les responsables villageois ou religieux des régions conquises, donnant naissance à ce que la tradition musulmane appelle les traités de paix rédigés entre les deux parties. Les principales clauses en sont la protection par les musulmans des biens, des églises et des populations contre le paiement d'impôts. Les sources non musulmanes, qui sont plus contemporaines, valident l'idée d'une avancée militaire fulgurante sous l'égide des adeptes de Mohammed, au point de définir ses conquérants, qu'elle appelle Mogaritai en grec ou Tataï en syriaque, donc au point de les définir comme les agents d'une punition divine, d'un châtiment divin, à cause de l'égarement des chrétiens et de leurs querelles incessantes. Ici, les interprétations historiennes de cet événement divergent grandement et continuent à être divergentes jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, d'une interprétation religieuse insistant sur l'importance du message monothéiste de Mohammed dans la galvanisation des énergies tribales d'Arabie, à une interprétation plus ethnique, mettant en avant l'élément arabe et la spécificité nomade comme moteur de la conquête. Et cette thèse elle a été surtout conçue au milieu du siècle dernier, en pleine expansion de l'idéologie panarabe, en passant par une autre explication qui est celle de l'épuisement des deux empires sassanides et romains à cause de leur affrontement violent au début du 7e siècle, mais aussi par l'aide fournie par les populations conquises aux musulmans. Les recherches sur le phénomène des conquêtes islamiques ne permettent pas à ce jour d'avoir une idée consensuelle. Et en fait, chaque explication a sa part de validité. Mais retenons pour les besoins de cette conférence la dimension politique de ce mouvement, c'est-à-dire d'abord la familiarité des dirigeants médinois avec les pratiques politiques en vigueur dans le Proche-Orient d'une part, et d'autre part l'existence d'une organisation militaire à Médine du temps du prophète, dont son combat contre la Mecque et les principales tribus de la péninsule. Notons aussi que les dirigeants de ce mouvement sont souvent décrits comme des chefs de puissantes familles mécoises qui pratiquaient le commerce avec les trois principaux centres économiques de la région, le Yémen et aussi l'Éthiopie, la Perse et Byzance. D'autres Arabes ont connu des formations politiques plus abouties avec la fondation de principautés arabes sur les confins des deux empires mentionnés, en l'occurrence les Jaffnides et leur État limitrophe de la péninsule romaine, de la Palestine romaine, pardon, et les Nasrides alliés de la Perse depuis leur capitale, Hira, en Irak. À ces deux entités politiques, on peut ajouter la principauté de Kinda dans l'Arabie méridionale, alliée du royaume yéménite de Hamir. Et en fait, sans cela, il serait difficile de comprendre le projet politique des conquérants, le projet politique né de ces conquêtes islamiques. La principale conséquence de ce mouvement est l'installation des armées de conquête dans les villes fondées par les nouveaux dirigeants. On parle donc essentiellement d'armées de peuplement et non d'une simple gestion lointaine et indirecte des provinces soumises. Les premières villes fondées sont Koufa et Basra en Irak dans les années 637-638, suivies de très près par la fondation de Fostat en Égypte en 642, et dont une fouille archéologique a mis au jour un quartier entier au sud-est de la ville. Les fouilles archéologiques, mais aussi la littérature de topographie historique, montrent clairement qu'il s'agit de vraies fondations urbaines destinées non seulement à installer les armées et leurs familles, mais aussi à établir de nouveaux centres de commandement politique dans les provinces en question. Et les premiers documents Arieta provenant d'Égypte confirment, me semble-t-il, l'idée d'un vrai pouvoir installé dans ces régions, en l'occurrence l'Égypte.
Arita? Attention, on ne vous entend pas. Ah ben, je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'a pas mis de micro. Oui, Voilà. non, tu peux passer la dia, oui, c'est la dia suivante. Donc, j'allais avant de parler juste de l'installation elle-même, je voulais montrer une illustration en fait de la conquête, parce que ces documents qu'on a en Égypte, et c'est quelque chose qui est vraiment unique pour toute la période des conquêtes, on n'en a pas ailleurs. Il y a quelques documents qui datent des années pendant la conquête ou juste après. Et ici, c'est un des exemples vraiment célèbres, peut-être pas le seul, mais certainement le plus célèbre, qui se trouve aujourd'hui à Vienne. Et c'est aussi le plus ancien d'une série de billets bilingues qui sont des réquisitions de biens, en fait, pour les armées qui sont encore en train de circuler en Égypte. C'est quelque chose, c'est très intéressant parce que c'est assez créatif dans sa mise en page. Si tu mets la dia suivante, on voit peut-être plus clairement. C'est un billet bilingue qui a été écrit, je peux pas, j'essaye de montrer avec moi, mais comme je n'ai pas le contrôle du PowerPoint, je ne peux pas le faire. C'est écrit en grec et en arabe, et le grec a été écrit avec des grands interlignes, ce qui est assez rare en fait, parce que le papyrus n'était pas gratuit. Et ensuite, la partie arabe, qui est plus ou moins le même texte, a été écrit un peu à l'envers, mais entre les lignes du grec, à partir de entre la ligne 3 et 4. Et puis l'édition qu'on voit en dessous a reproduit cette mise en page assez intéressante. Plus tard, tous les autres documents qu'on a sont beaucoup plus banals. Ils ont un texte et puis l'autre texte en dessous, sans faire des choses comme ça. Ce qu'on voit, et tu peux mettre le texte, peut-être la traduction, ce qu'on voit, c'est, bon, d'une part, le caractère vraiment organisé et systématique de cette collecte est presque contractuel, disant je vous prends ça, je vous laisse un reçu. Ce n'est pas la conquête sauvage qu'a montré la peinture orientaliste en Europe pendant toute la période moderne de nomades arabes sur des chevaux pillant tout ce qui passait. On voit quelque chose de beaucoup plus organisé et plus bureaucratique. Donc, c'est un texte, j'ai traduit la première partie, donc traduit le grec, et la partie en italique traduit l'arabe. C'est un texte qui sert comme reçu, et donc ça dit l'essentiel de ce qu'il faut dire. Celui qui a gardé le billet, c'est la ville qui a payé, qui a donné les moutons, et ils ont ce qu'il leur faut. Ensuite, on se rend compte qu'il y a quand même des grandes différences entre les deux textes, et qui sont des différences plutôt de type documentaire. En particulier, l'arabe donne beaucoup de détails supplémentaires. On apprend, par exemple, que les deux pagarques de la ville, qui sont simplement mentionnés dans le grec, sont deux frères. On se rend compte que les 65 moutons sont divisés en deux parties, des moutons qui sont pour l'abattage et des moutons qui sont pour les soldats. Et on se rend compte aussi que les deux pagarques ne sont pas en fait là, ils sont représentés par un représentant. Donc, et tout ça, le grec ne nous dit pas. Le grec ne dit qu'une chose qui correspond beaucoup plus à ce que faisaient les Romains dans leur reçu. Il n'y a pas de détails, c'est vraiment, voilà, vous avez payé, allez, au revoir. Là, il y a vraiment beaucoup plus de détails sur la procédure, les personnages, etc. Même la date précise du document, on la sait par l'arabe, on ne la sait pas par le grec qui donne la date du mois, donne l'année de l'indiction, qui est un cycle
un cycle fiscal, mais ne donne pas l'année absolue, alors que l'arabe la donne. Donc, on se rend compte qu'il y avait une tradition documentaire qui existait déjà, même au moment de la conquête. Ce n'est pas quelque chose, là aussi, comme a dit Sophie, cette histoire des gens qui sont venus en sauvage des déserts de l'Arabie et qui ne savaient rien. Ce n'est pas vraiment exactement ça. On se rend compte qu'il y avait toute une tradition documentaire qu'on suit et qui a ses propres principes. Et ce document, bon, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu en prendre un autre, mais ça l'illustre assez bien parce qu'on peut le mettre en regard comme ça de ce qu'est un document grec typique. En même temps, quand on regarde ce qui est écrit en bas, et ça illustre une troisième chose, donc c'est un reçu pour les moutons, etc., qui sont donnés aux muhajiroun, aux soldats, donc, et d'autres qui montaient vers le sud pour la collecte des impôts publics de la première indiction. Donc, ils s'inscrivent dans la continuité des cycles indictionnels romains, des cycles qui existaient déjà dans le calendrier fiscal, comme si rien ne s'était passé. Ils s'inscrivent dans la continuité absolue, ils vont prélever les impôts publics tels qu'on les appelait à Rome, et voilà, donc il y a une volonté aussi d'insertion un peu dans un système qui existe. Maintenant, plus généralement, comme les Romains avant eux, quand ils sont arrivés, les nouveaux conquérants voyaient l'Égypte essentiellement à travers les ressources qu'elle pouvait leur offrir. C'était de l'argent, à travers des impôts en argent, en or plus précisément, de la main-d'œuvre, des matières premières et des biens agricoles. C'était une région très riche du point de vue agricole. Ça pouvait être différent en fonction des régions, mais les autres aspects, je pense, étaient vrais dans toutes les provinces qu'ils ont conquises. Il y a eu une augmentation des impôts personnels parce qu'ils ont introduit la capitation pour la partie de la population qui n'était pas musulmane. Mais en même temps, il y a dû avoir, et ça n'a pas du tout été étudié, il a dû avoir une diminution du poids considérable que représentait la nonne, qui cesse d'être prélevée, évidemment. Donc, il y a dû avoir, pendant au moins un certain nombre d'années, il y a dû avoir un surplus agricole qui restait dans le pays, ou qui était exporté vers d'autres directions, mais dans un cadre commercial et pas fiscal. Il y a eu aussi avec le temps un affinage graduel du système des prélèvements, reprise du romain, affinage, redistribution de l'assiette, redistribution des régions d'imposition. Et on se rend compte que c'est fait de manière assez systématique et compétente et qui va vers une plus grande efficacité de l'impôt. C'est vrai qu'à partir du VIe siècle, il y avait eu aussi une incapacité du pouvoir romain tardif à prélever les impôts qu'il voulait. Il y avait régulièrement des grandes difficultés avec ça. Donc, ils ont remis un peu en ordre les finances publiques, si on veut, parce que c'est une réforme qui suit beaucoup d'autres réformes qui avaient eu lieu avant. Je pense que quand on commence à étudier l'Empire islamique, on se dit « Ah, ils ont fait plein de réformes, ça a dû changer les gens. » Mais en même temps, quand on était, je pense, égyptien, né à la fin du VIe siècle et qui vit à travers cette période, on avait vu 2, 3, 4 réformes déjà. On n'a pas attendu la conquête arabe pour avoir des réformes fiscales. Il y en avait eu une série avant. Il y a eu aussi, là, pour des questions d'efficacité, avec le temps,
jusqu'au début du 8e siècle, on se rend compte qu'il y avait déjà mis en place une série de structures de contrôle et de surveillance pour pouvoir maintenir les prélèvements, et qui étaient pas seulement des impôts, mais justement des prélèvements en nature et en personne. Des marins, conscription de marins, paye des soldats. On se rend compte en fait qu'il y avait deux objectifs, et c'est un système qui combine deux objectifs. Parce que la première installation en Égypte est une installation en partie, qui se veut en partie permanente avec la fondation de Fustat, mais qui se veut aussi en partie qui est comme une espèce de pied-à-terre pour les conquêtes, pour les conquêtes qui continuaient vers l'ouest. Et donc, on est en partie en mode guerre et en partie en mode paix, ou en tout cas consolidation. Donc, on a des prélèvements extraordinaires qui sont des prélèvements de campagne, construction de bateaux, des hommes, du bois, conscription des marins pour les raids qui se faisaient vers l'Afrique du Nord, paye des soldats qui habitaient dans la nouvelle capitale, etc. Mais il y avait aussi toute une série de prélèvements. Enfin, c'était la partie argent, c'était aussi, il y avait matières premières, c'était aussi des prélèvements qui servaient la partie installation, c'est-à-dire la construction visible d'un pouvoir, et qui était en principe aussi extraordinaire, mais extraordinaire sur un moyen terme, c'est-à-dire que c'était des prélèvements qui allaient durer le temps de la construction, qui n'étaient pas des prélèvements qui allaient continuer au-delà. Et donc, si tu veux passer la dia suivante, on se rend compte par exemple qu'il y avait des prélèvements dont on voit dans les papyrus, des prélèvements qui avaient lieu, qui ont eu lieu pour la construction de la mosquée de Amr ibn al-As, qui était le commandant qui avait conquis l'Égypte et qui était le premier gouverneur. Et il construit une mosquée. Bon, sa mosquée aujourd'hui est beaucoup plus grande, mais elle a été refaite et agrandie 2 fois déjà dans les 70 premières années après la conquête. Et c'est là qu'on voit qu'il y avait une centralisation beaucoup plus grande, que ça ne se faisait pas uniquement par province. Et la suivante, on a aussi des prélèvements qui se font, des réquisitions d'ouvriers, par exemple, et d'artisans spécialisés, ça je cite d'un papyrus, pour la mosquée de Jérusalem et le palais du commandeur des croyants à Jérusalem. Alors, ça, c'est au début du 8e siècle. On ne sait pas trop là. Je pense que c'est pour Al-Aqsa, mais et le palais du commandeur des croyants, le palais du calife, on ne sait pas très bien quel bâtiment précis ça décrit. On pense que ça renvoie en fait à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hôtel des impôts, et pas vraiment le palais du gouverneur dans le sens palais impérial. Et puis on trouve aussi, et c'est très intéressant, des réquisitions de personnes, mais aussi de matériaux, pour la construction de la mosquée de Damas. 47 litrets de plaques de cuivre pour les besoins du travail sur la mosquée de Damas. C'est un papyrus très intéressant parce qu'il cite aussi les architectes et les personnes qui sont responsables de la construction. Mais en tout cas, on se rend compte que c'était vraiment très organisé, parce que ces choses-là, on dispatchait, disons, dans divers villages et villes de ce qu'on voulait, combien, comment. On imagine qu'une organisation de ce type, au niveau de l'Empire, ça devait demander un sens bureaucratique assez aigu. C'était fait en plus avec un souci de distribution équitable des fardeaux. C'est-à-dire, on trouve dans les lettres des gouverneurs, dont on a gardé un certain nombre,
on trouve un souci de ne pas mettre des charges plus importantes sur certaines personnes que sur d'autres, d'être équitable, etc. Donc là aussi, il y a quelque chose qui était un souci de la part des autorités, mais qui, de nouveau, nécessitait de l'archivage et de la bureaucratie très minutieuse. Je reviendrai ensuite sur la question de l'archivage un peu, après avoir entendu de nouveau Sophie. Oui, merci beaucoup, Arietta. Alors, ça me permet justement de partir du point de cette administration impériale. Là, on a vraiment la manifestation d'un empire qui fonctionnait avec un centre qui est à l'époque, donc au 7e siècle, la Syrie, avec la capitale impériale à Damas. L'exemple égyptien, il est très, très important parce que on parle souvent d'une documentation locale égyptienne qui ne donne pas une vue d'ensemble sur l'Empire, mais on oublie souvent aussi que l'Égypte était en quelque sorte la cheville ouvrière de cet empire et que l'alliance entre l'Égypte et la Syrie, une continuité, une coopération qui plonge ses racines dans l'Antiquité, de provinces romaines. Donc, la documentation égyptienne, elle est essentiellement impériale. Et pour revenir à cette question d'institution impériale, je voudrais, parce que les premiers documents, en fait, même s'ils traduisent, comme le dit Arietta, un grand souci, un grand professionnalisme sur le plan de la chancellerie, on voit pas, enfin, on le voit peut-être en arrière-plan, mais on n'a pas l'attestation d'une institution impériale, en tout cas d'une documentation qui évoque explicitement l'empereur qui donc, ne s'appelle pas le calife, mais il s'appelle le commandeur des croyants. Et c'est à partir du début de la dynastie Omeyyade, donc il va s'installer à Damas en 661 jusqu'à 750. Donc à partir du premier empereur Omeyyade, Muawiyah Ier, qui va régner de 661 à 680, qu'on a une attestation documentaire du titre impérial, de cette institution impériale, donc Muawiyah qui est commandeur des croyants. Vous avez ici une inscription en grec qui date de 663, où Muawiyah est décrit comme commandeur des croyants. Vous avez aussi une monnaie en argent sassanide avec toujours la figure de l'empereur Khosroès, mais avec cette innovation de Muawiyah qui va graver devant à droite du buste impérial sassanide son nom et sa fonction impériale, Muawiyah, commandeur des croyants. Et pour finir, et pour revenir un peu au papyrus, on a cette tradition byzantine que la chancellerie islamique va reprendre, c'est-à-dire au moment de la fabrication d'un rouleau de papyrus qui est destiné à la chancellerie, et ben, il va commencer, on va mettre une première page qu'on appelle protocole, sur laquelle on va inscrire l'autorité qui a autorisé, l'autorité émettrice de ce genre de document. Et à partir de l'époque de Muawiyah, tous les rouleaux destinés à la chancellerie vont avoir plus ou moins la même référence, une sorte de papier en tête, hein, donc avec le nom de l'empereur et sa fonction de commandeur des croyants. Ce genre de protocole va évoluer. Et vous avez ici un protocole du début du 8e siècle, du règne d'Al-Walid Ier, où on va avoir l'installation d'une forme de dogme islamique avec l'unicité divine, la mission prophétique de Mohammed, mais toujours avec la mention de l'empereur en sa qualité de commandeur des croyants. Donc, il me semble important de insister sur une documentation certes provinciale, égyptienne, palestinienne, on a quelques documents plus tard du Khorasan, mais surtout une documentation qui fait partie de cette chancellerie impériale avec ce système d'agents qui travaillent pour le compte de l'administration impériale, avec aussi des prélèvements qui sont censés alimenter le trésor central. Je vous ai pris ici deux exemples. Un exemple qui vient d'Égypte, l'extrême fin du 7e siècle pour le papyrus qui est à votre gauche, où on voit un contribuable égyptien qui reçoit un ordre de paiement du village de Tektou, donc au Moyen-Égypte, où il doit payer
Cette dapanée du commandeur de croyants, de Amir al-Mu'minin, donc un document qui est émis par le gouverneur d'Égypte, mais dont l'argent est destiné au trésor public. Et le document qui est à votre droite, qui vient de Palestine, plus ou moins des mêmes années, il évoque aussi une forme de prélèvement pour entretenir l'administration impériale avec une liste de fonctionnaires, de scribes, pas tous arabes musulmans, on a des noms assez mélangés. Et donc il y a vraiment disons une fiscalité classique qui est celle de payer, de prélever l'impôt pour payer les soldes des muhajiroun, des soldats qui sont installés dans les différentes villes, mais aussi un prélèvement important qui sert à alimenter les caisses publiques pour, entre autres, les travaux que Areta a évoqués, de construction publique, de monuments publics, mosquées, palais impérial, palais de Amir al-Mu'minin. Je pense qu'il faut le comprendre dans le sens d'une administration impériale. Peut-être que le commandeur n'y a jamais siégé, parce qu'on trouve aussi la mention d'une construction d'un palais impérial à Fostad, donc une sorte une institution impériale qui devient visible dans le paysage urbain de l'Empire. Il y a peut-être autre chose qui est très importante dans l'analyse de cette institution impériale et dans son fonctionnement, c'est ce réseau d'agents qu'on appelle cette institution de la Poste, qui semble quadriller assez bien l'Empire. On trouve des informations venant d'Iran, d'Égypte, de Palestine, et vous avez ici un exemple assez unique qui vient d'Asie centrale, où on écrit au gouverneur pour lui demander d'envoyer ses ordres sur les chevaux de la Poste. Donc on a l'impression quand même d'un empire qui est avec un centre. Alors, de là à parler d'une grande politique de centralisation, ça je laisserai à Areta le soin de l'évoquer, mais en tout cas d'un empire qui fonctionne avec des réseaux de communication, des réseaux de postes assez perfectionnés, qui sont très bien documentés dans cette documentation, et notamment dans un dossier daté du 8e siècle, sur lequel Areta va longuement s'arrêter. Allô? Donc, toute cette structure, effectivement, est, comme le montrent déjà les documents qui montrent des mouvements entre les provinces, qu'il y a quelque part une centralisation qui fonctionne, et cela est évident. On a aussi certainement quelque chose qui est de nouveau, je pense, comme à Rome comme à Rome avant, ou comme dans tout empire, une partie qui est laissée aux gouverneurs locaux. On se rend compte que toute cette structure, et comme le montre d'ailleurs l'usage très courant de la poste comme élément unificateur, fonctionnait sur la base d'un usage de l'écrit très important, et fonctionnait évidemment cette bureaucratie aussi sur un archivage assez systématique, dans la continuité là aussi des administrations précédentes, c'est-à-dire faisant usage aussi des archives qui étaient déjà là. On a relativement peu d'archives en général conservées pour cette période, mais on connaît leur forme et leur contenu par les quelques exemples qui nous sont parvenus. Là aussi, des archives complètes, on ne peut pas savoir si elles sont complètes parce qu'on n'a pas d'inventaire ou des choses comme ça. C'est souvent des trouvailles archéologiques pour lesquelles on n'a pas de contexte, mais plusieurs archives ont pu être constituées, ou en tout cas des ensembles de papyrus qui appartenaient certainement à telle ou telle archive. Peut-être le plus exceptionnel est l'ensemble dit d'Aphrodito par son lieu de trouvailles, qui est un village de Moyenne-Égypte que vous voyez entouré en rouge là. C'est un ensemble qui
qui est un ensemble de trilingue, qui a des textes en grec, en arabe et en copte. Et c'est l'archive. Aphrodito était une comée, un village ou un gros village, disons, mais n'était pas un chef-lieu il y avait un district administratif qui était en dessous de ce qu'on appelle la pagarchie, qui était l'équivalent du département. Donc c'est un district subalterne. Mais l'administrateur de ce village d'Aphrodito, qui s'appelait Basilios, on ne sait pas très bien, on a ses archives. Il y a certaines autres personnes qui apparaissent comme administrateurs, donc c'est peut-être l'archive du village ou c'est lui qui est parti avec ses archives, on ne sait pas très bien. Mais il y a un ensemble assez cohérent qui contient donc environ 400 textes, peut-être un peu plus, des lettres en grec et en arabe, une centaine en grec et une quarantaine en arabe connues jusqu'à aujourd'hui. En arabe, on pourrait en avoir plus, en fait, si on va chercher dans les dépôts de papyrus arabes, je pense, dans les collections, qui viennent du gouverneur et qui ont été écrits directement à l'administrateur de ce district d'Aphrodito. Ensuite, il y a une série de billets d'imposition bilingues, bilingues arabe-grec, comme ceux qu'on a déjà vus. Il y a des déclarations de garantie en copte, et c'est peut-être de ces documents que je vais parler un peu plus en détail après. Il y a des comptes faits dans des villages, de nouveau, qu'on demandait. On se rend compte qu'il y a un côté très, très, très organique dans cet ensemble, parce qu'il y a les lettres qui demandent des comptes ou des registres de certains villages, et ensuite, on a les registres en question qui ont été faits par le village. Et tout se retrouve dans les archives de la même personne qui était le destinataire de tout ça. Et il y a quelques documents de droit privé, donc ils se trouvent tous là-dedans. Donc, si tu mets la suivante, donc je vais montrer juste une image rapidement des lettres qui ont été envoyées donc depuis Fustat, qui était à l'ancienne, qui était construit. On a parlé de Fustat, on n'a pas dit où c'était précisément Fustat. Donc, c'est construit juste à côté de Babylone, du camp romain de Babylone, donc sur la pointe du delta. Et donc, sont envoyés au village d'Aphrodito depuis la chancellerie du gouverneur. Et puis, ce sont de très beaux, très longs papyrus écrits dans une écriture de chancellerie grecque assez belle et assez exercée. Donc, c'est pas des... Comme je disais avant, le papyrus n'était pas gratuit. Donc, des documents comme ça sont vraiment des documents importants et qui marquent une forme de pouvoir arrivant... d'autant qu'ils sont souvent assez stricts et se plaignent de tout ce que l'administrateur local n'a pas fait et aurait dû faire. Mais ce qui rend cet ensemble exceptionnel aussi, ces lettres du gouverneur sont vraiment uniques, mais il y a une autre partie qui est unique, qui sont les lettres remontant depuis les villages. Et qui sont, alors si tu mets la suivante, on va voir qui sont, j'ai mis juste, malheureusement, on n'a pas de photos publiées de ces textes encore, ils se trouvent pour la plupart dans la British Library. Il y a des éditions qui sont plus ou moins précises, mais on voit, donc là, c'est le début d'une garantie. Et il y en a 130 comme ça, de divers villages. Ce sont des textes adressés au gouverneur, mais écrits en copte, donc le gouverneur ne pouvait pas les lire, et jamais transmis de toute évidence, puisqu'ils sont encore à Aphrodito. Ils font état de mesures qui sont prises dans chaque village pour répondre aux demandes de l'administration, en hommes, en argent, en matériaux, etc. Donc,
les garanties sont en général des garanties données par les responsables d'un village que un tel qui a été, ou les 3 hommes qu'on a réquisitionnés dans ce village vont être envoyés, et s'ils ne sont pas envoyés, on va payer, l'amende qui nous revient. En les regardant de plus près, on se rend compte que les villages adoptaient des stratégies très différentes. Certains villages préféraient se cotiser pour payer une amende plutôt que de perdre des membres du village. D'autres villages étaient prêts à rendre des gens pour récupérer, parce qu'il y avait aussi on donnait de l'argent à ceux qui trouvaient, par exemple, ceux qui s'étaient enfuis pour ne pas être réquisitionnés. Donc, il y a des villages qui les rendent pour récupérer cet argent. Donc, il y a toute une série de réactions qui sont toutes humaines et toutes bien connues par d'autres contextes, mais on se rend compte que toute cette demande très organisée et très systématique avait au niveau des villages des effets qui devaient être très importants dans la restructuration des relations sociales, parce qu'on se rend compte on se rend compte très vite en fait que que les responsables c'était toujours les mêmes. Par exemple, si on regarde, là j'ai juste mis le tout début de cette garantie. On a Apakiros, qui est fils du regretté Samuel, qui était Lachané. Lachané, c'est le chef de village. Et il y a Apollo, fils d'Héraclios, qui était collecteur des impôts. Donc, il y a les 2 personnes qui sont très importantes dans le village. Ensuite, on a 2 autres dont on ne nous donne pas de détails. Habitants des 3 plaines, ça, c'était des hameaux, ce n'était pas des villages très importants. Nous écrivons à l'autorité publique, c'est-à-dire notre seigneur très fameux Korah, donc le gouverneur, le très magnifique gouverneur, et le gouverneur n'a que ça, hein, il est très magnifique, mais alors on se rend compte qu'il y a toute une flatterie éhontée qui s'adresse à leur supérieur immédiat, qui est celui qui va recevoir et garder le document. Évidemment, c'est jamais allé chez Korah. Donc notre Seigneur très glorieux, le maître Basilios, par la volonté de Dieu, très illustre, pagarque de Tko, avec ses hameaux et ses plaines. Tko, c'est Aphrodito en copte. Illustre, hein, un illustrice, c'était un titre qu'on donnait à des sénateurs à Rome. Ce n'est pas un titre qu'on donnait à des sous-fifres d'une pagarchie. D'ailleurs, il n'était pas pagarque, il était en dessous du pagarque. Mais il y a une inflation de l'importance de Basilios venant de ces villages qui est très intéressante, parce que ça montre aussi un peu à quel point il était central dans ce qui allait remonter de la part du village, s'il allait les couvrir ou pas les couvrir, etc. Donc on se rend compte un peu en filigrane, parce que c'est jamais dit directement dans les documents, mais quand on les met tous ensemble, on se rend compte que cette pression venant du haut crée toute une série de reconfigurations à la base, qu'on a beaucoup de mal à voir, certainement avec les documents, les sources narratives, mais même avec la plupart des sources papyrologiques, parce qu'elles sont très souvent plutôt celles de l'administration que celles venant du bas. Donc on se rend compte que tout ça, ça crée une situation, une société, plutôt une société de dépendance, où certaines élites locales tenaient tout le monde en tenaille. On a vu déjà qu'à Héracléopolis, donc dans le premier document que j'ai montré, les 2 pagarques étaient frères. Quand on voit d'après un document d'Aphrodito quelque chose qui est dit en passant, on se rend compte que le précédent administrateur d'Aphrodito était le frère de Basile. Donc il y a quelques familles qui visiblement tiennent tout, et puis appuient assez fortement sur le reste de la population. Donc il
y a les Arabes et il y a les intermédiaires aussi. Là aussi, situation assez bien connue, mais qu'on a beaucoup de mal à appréhender, sauf quand on regarde les documents venant du bas. Ensuite, évidemment, on peut aussi se poser toute une série de questions, mais ça, ce n'est pas spécifique au califat, ou en tout cas à l'Empire islamique, sur le rôle de l'écrit. Des questions sur le rôle de l'écrit et de l'archive comme technologie de pouvoir. Les Romains l'ont beaucoup utilisé, mais les musulmans aussi. Et en particulier, ce qui est très intéressant, c'est l'engagement des sociétés qui s'étaient majoritairement illettrées, mais ont un engagement avec l'écrit dans leur rapport avec les autorités, qui est un engagement semi-oral, semi-écrit. Ils ont des scribes à qui ils dictent des choses, mais on voit qu'il y a des formules qui sont apprises, des documents sont relus à haute voix pour que les gens les approuvent, etc. Donc, il y a ce que les Anglais, oui, je pense que c'était un Anglais qui avait inventé ça, ça s'appelle la pragmatic literacy, être lettré, être capable, pas vraiment de lire, mais de s'engager avec des documents sans en ayant le minimum nécessaire. Et donc ça, c'est aussi tout un domaine qui est très intéressant quand on voit comment toutes ces personnes écrivent et ce qu'elles disent dans des documents adressés au pouvoir. Donc je vais repasser la parole à Sophie. Voilà, j'ai activé le son. En t'écoutant, Aïta, je poserai peut-être tout à l'heure la question justement de ces réseaux de l'écrit à travers l'exemple égyptien, de ces lettres de garantie. On a les responsables villageois qui écrivent, ça va me permettre d'arriver au dernier point de cette conférence, mais qui écrivent en copte pour demander une garantie au responsable supérieur qui, lui, est censé transmettre cet écrit ou cette demande de garantie au gouvernement. Alors, le fait qu'on ait trouvé cette lettre à Aphrodito, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a jamais été transmise ou alors qu'elle a été traduite, enfin, écrite en grec et envoyée donc, il y a toute une série de questions sur justement comment fonctionnait la chancellerie et comment les ordres montaient du petit village jusqu'à la capitale provinciale. Mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, ces lettres de garantie étaient essentiellement, si je ne me trompe pas, destinées à fournir une garantie pour un paysan qui pouvait être un fugitif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pouvait pas payer son impôt et donc du coup il se réfugie dans une autre circonscription administrative. Et dans ce dossier que tu as bien présenté, nous avons beaucoup d'informations sur la mise en place. Alors, ce n'est pas les musulmans qui l'ont inventé, mais la mise en place d'un service de commissaire aux fugitifs. Où on a l'impression que même l'espace égyptien, il est bien quadrillé par des envoyés spéciaux de la capitale, du gouverneur, pour justement superviser et surtout réduire l'importance de cette fuite fiscale. Quand on a discuté de ça, on se posait la question, mais qui fouillait pour ne pas payer ses impôts? Bon, il y a les riches, mais on a l'impression quand même dans cette documentation, c'est plutôt le paysan lambda qui n'arrivait plus à payer son impôt de capitation, peut-être sur l'impôt sur la terre, qui était le sujet de ces fuites. Donc, c'était un peu cette classe très défavorisée de la paysannerie égyptienne qui était la cible de ces poursuites fiscales. Et le gouvernement, en tout cas d'après le cas égyptien, a trouvé le moyen d'y remédier un peu en proposant à ces fugitifs de travailler dans d'autres zones, dans d'autres districts administratifs,
pour pouvoir payer leur impôt. Alors pour cela, il fallait toute une procédure administrative qui commence par ces lettres de garantie et qui aboutit à ce document qui est, selon les appellations, un sauf-conduit et un permis de travail, mais en tout cas un document qui est fourni par l'administration provinciale à un paysan ou un contribuable pour qu'il puisse se déplacer pour travailler dans une autre zone pour payer sa capitation. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de document, c'est qu'on est, j'ai l'impression, à un moment charnier de l'histoire de l'administration impériale, un moment où forcément la société de conquête a changé, forcément les structures administratives changent, puisque nous avons au début du 8e siècle un remplacement progressif des cadres de l'administration locale par des fonctionnaires musulmans maîtrisant l'arabe, envoyés depuis la capitale. Nous avons ici un très beau document qui est encore inédit, qui date de 722, alors qui est quelques années avant, ce genre de document était écrit en grec par les fonctionnaires locaux. Et donc en 722, on a le début de l'apparition d'une documentation fiscale individuelle écrite en arabe. C'est un document très important puisque c'est un ordre de paiement d'impôts sur la tête, d'impôts sur la terre, mais aussi d'une partie qui est destinée au trésor central à Damas, donc cette fameuse dapanée du commandeur des croyants. Donc on est à un changement. Et c'est à ce moment-là aussi où on voit apparaître là pour le coup, je vais sortir un peu des documents, apparaître dans les sources narratives ce qui ressemble à une grande réforme fiscale liée au mouvement de conversion. Cela démarre sous le règne de l'empereur ou du commandeur des croyants Omar II, qui va régner de 717 à 719. Et en fait, les sources mentionnent en tout cas une grande demande de conversion de la part des contribuables, qu'ils soient égyptiens, mais aussi on observe le même phénomène en Iran. Et c'est comme si l'État impérial se trouvait face à une nouvelle donnée à laquelle il devait répondre administrativement et politiquement. La solution semble être revisiter un peu les conditions de la conquête, puisque je suis parti de la conquête, et le lien il est très fort entre le grand architecte des premières conquêtes, Omar Ier, et Omar II, donc, qui, selon toute vraisemblance, a écrit ou a édité ce rescrit fiscal dont quelques clauses concernent directement la question des conversions. Donc, on peut lire « Quiconque se convertit à l'islam, chrétien, juif ou zoroastrien », c'est très intéressant et je reviendrai, parmi les contribuables soumis à la capitation, rejoint les musulmans dans leur territoire et abandonne son ancienne demeure. Il aura tous les droits et les devoirs des musulmans qui doivent le fréquenter et le réconforter. En revanche, sa terre et sa demeure sont un fait, un butin que Dieu a donné aux musulmans. L'analyse de ce rescrit est très difficile. Il a donné vraiment lieu à des interprétations tout à fait divergentes. Mais je pense qu'en liant ce rescrit à la documentation égyptienne, qui est vraiment immédiatement antérieure à cette réforme, on comprend que peut-être la dernière solution devant ces paysans fugitifs de ne plus payer l'impôt, c'est de se convertir, puisque la conversion les épargnait de la capitation qui était quand même assez lourde pour un paysan pauvre. Et chose intéressante, parce qu'on a souvent lié le nom d'Omar II à une forme de missionnaire de l'islam, voulant convertir les chrétiens, les juifs, les zoroastriens, etc. Le texte montre autre chose, montre un peu l'embarras, c'est-à-dire le problème posé par ce genre de conversion, et le commandeur des croyants, il le dit dans un autre passage, on ne peut pas empêcher les gens de se convertir, c'est contraire aux préceptes de l'islam. Là, pour le coup, on est dans une période aussi où le Coran s'installe définitivement comme texte législateur et texte public. Donc, la solution imaginée, c'est peut-être revisiter un peu la période des conquêtes et dire que puisque ces gens-là n'ont pas voulu se convertir au début, eh ben, aujourd'hui, s'ils se convertissent, ils doivent quitter leur terre parce que, et c'est toute l'essence
du système fiscal, c'est-à-dire que la terre, elle doit rester étrangère à l'islam, elle doit continuer à fournir l'impôt. Donc, si on se convertit, on quitte automatiquement, en tout cas d'après le texte, la demeure, c'est-à-dire on quitte son village pour rejoindre les musulmans, c'est-à-dire si on plaque ça, si on utilise un langage administratif, on rejoint la capitale, on s'inscrit dans les registres de l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à cette époque-là, justement, un grand nombre de gens, de nouveaux convertis qui sont enrôlés dans l'armée musulmane. Et ceci semble être une solution assez judicieuse, puisque sur le plan militaire, à cette époque-là, c'est une époque où les conquêtes s'arrêtent, hein, c'est-à-dire que l'avancée en Asie centrale s'arrête aux montagnes du Zagros. Du côté européen, les conquêtes semblent aussi s'arrêter aux Pyrénées. Et donc, l'armée, le premier noyau s'essouffle un peu et on a du mal à enrôler, en tout cas, on a du mal à encourager les Arabes, qui deviennent quelque sorte des héritiers de ce butin de la conquête, à les mobiliser pour les actions militaires. Et donc, la solution qu'on trouve, c'est d'accepter les convertis, d'accord, mais de les transformer en soldats et d'un autre côté, de garder ces terres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques documents grecs de la même époque qui montrent des terres abandonnées. C'est un document qui a été édité par Federico Morelli et c'est un document qui parle de ces agri deserti, c'est une catégorie qui est connue déjà à l'époque romaine, des terres abandonnées, et qui est distribuée par un tirage au sort à d'autres personnes pour les cultiver. Ceci est important parce que dans le régime foncier en islam, il y a une catégorie importante qui est les terres mortes qu'on va vivifier en les distribuant. Le phénomène est très important dans le Maghreb, il est très important en Iran. Et j'ai vraiment l'envie de relier ça à ces conversions massives et à l'abandon de ces terres et à cette distribution des terres abandonnées, des terres mortes sur d'autres paysans. Le deuxième point important dans cette période qui me semble être une grande période de changement, c'est un mouvement dans l'autre sens. D'un côté, donc, on voit des gens qui se convertissent. Ici, les Zoroastriens, c'est très important leur mention parce qu'on a considéré, on n'est pas dans un langage coranique ou islamique, on a considéré que les Zoroastriens étaient aussi des gens du livre parce qu'il fallait légitimer aussi l'imposition des Zoroastriens iraniens. Donc, d'un côté, un mouvement de ces convertis vers les villes islamiques, donc intégration de la société islamique par le biais de la clientèle, du système du wala, mais dans l'autre sens, l'État aussi commence à virer, à chasser les anciens soldats ou les enfants des anciens soldats des registres militaires. Et on assiste petit à petit aussi, et la documentation le montre, à l'installation des Arabes, des musulmans dans la campagne par la possession de terres. Donc il y a vraiment un mouvement dans les deux sens. Les convertis qui s'installent dans la ville et les musulmans qui s'installent dans la campagne. Et donc la documentation à partir du milieu 8e, elle change puisqu'on a des documents juridiques en arabe, on a des lettres privées, on a vraiment une installation musulmane dans la campagne qui amorce et peut-être qui accélère l'arabisation de l'Égypte, pas l'islamisation, puisqu'on sait que l'islamisation a été très lente. La balance, elle semble pencher vers le XIIIe siècle. Mais voilà, cette période-là, c'est-à-dire, on est un peu loin de ce que dit le droit musulman, de ce que dit la théorie juridique sur la nécessité de conversion, sur la volonté des premiers conquérants à convertir. On a là plus un long processus de gestion et d'administration et puis de solutions, comme tu as dit, pragmatiques, qui va contribuer à donner de nouvelles catégories juridiques, que ce soit des convertis qui vont devenir des clients de la société arabe, mais aussi de la terre qu'on peut appeler terre d'islam. Voilà. Je pense qu'on va conclure rapidement pour laisser la place à quelques questions. Je te laisse quelques mots de conclusion. Micro. Arrête, micro.
toujours, pardon. Je dis là, on a vraiment parlé, même pas jusqu'à la fin du 1er siècle après les conquêtes, disons, on est arrivé tout juste jusqu'en 730. Avec le temps, et cette partie-là, c'est une période peut-être d'unification, mais c'est vrai qu'avec le temps, l'unification ne tient pas. Il y a une fragmentation, il y a des développements locaux très différents, un déplacement en 750 du centre impérial de Damas vers Bagdad, création de centres concurrents avec le temps aussi, et les populations locales et les autorités locales ont des réactions qui sont très diverses en fonction des contextes. Si on prend de nouveau l'exemple de l'Égypte, puisqu'on en a déjà parlé beaucoup, l'évolution après, entre les premiers Abbassides en 750 et après, et l'arrivée des Fatimides au Xe siècle, n'est pas très linéaire du point de vue politique, mais l'enjeu économique, l'Égypte est un enjeu économique important. Et elle a un très gros potentiel pour l'autonomie, parce qu'elle est riche et elle est sur toute une série de croisées de chemins. Et c'est cette autonomie qui finalement s'impose avec les Fatimides. Ça devient un califat séparé. Ailleurs, c'est pareil, on retrouve toute une série de groupes, d'espaces politiques séparés qui vont dans leur direction. Et donc, on voit que finalement, malgré une idée initiale qui est celle d'un gouvernement très informé par l'islam, l'idée du gouvernement et la façon de faire les choses et tout un vocabulaire qui va avec le temps, les réalités locales, qu'elles soient politiques, culturelles, écologiques, économiques, etc., s'imposent et il devient sans doute finalement, avec le temps, aussi étrange ou aussi peu correspondant à la réalité, disons, de parler d'une gouvernance islamique qu'il ne l'est de parler d'une seule gouvernance chrétienne, par exemple. Le christianisme a exactement le même type d'évolution. Voilà, je crois qu'on peut ouvrir un peu là. Oui, c'est ce que j'avais à dire. C'est... Ah bah, maintenant c'est toi qui as le micro fermé. Ça, il n'y a pas que moi. Oui, pardon. Microphone. La Oui, fatigue, c'est terrible. Ça devrait se faire automatiquement. Mais... Moi, j'ai une question, une première réaction. J'aimerais savoir quelles leçons vous tirez de tout cela. Excusez-moi de l'ampleur de la question, mais il y a tout un travail très érudit, très savant, très précis à travers les papyrus, les monnaies. Mais si je vous ai bien entendu, et j'ai en mémoire la belle conférence que Julien Loiseau avait faite sur ce que l'islam a fait à la Méditerranée, et en repartant justement du paradigme de Pyrène, de la séparation, de l'arrivée de l'islam qui crée la séparation, soi-disant, de l'unité du monde méditerranéen. Si je vous entends bien, la leçon historique que vous tirez de tout ça, c'est qu'il y a au fond une assez grande continuité des formes de gouvernement, des formes de traitement à travers l'impôt, d'administration des choses, et qu'au fond, il y a une islamisation assez progressive qui semble pas une volonté, effectivement, contrairement à l'imagerie orientaliste, de conquête vraiment forcenée ou violente, et au contraire, même du point de vue de l'impôt, de rétention pour garder la maîtrise. Donc, voilà, parce que au-delà de l'approche que vous faites par rapport au langage politique de l'islam, et donc le fameux débat que vous aviez eu sur Amir el-Mouminin, commandeur des croyants, et le calife, voilà. Quelles leçons vous tirez de ces nouveaux documents, de ces nouvelles approches? Là, vous nous avez présenté quelque chose d'assez complet, enfin de très, parfois très précis, détaillé sur des villages, des documents, etc. Mais je dirais, passer du micro au macro,
quelles leçons ça vous amène à tirer de cette histoire de politique de l'islam des origines, au fond, par rapport à ce ce qui nous a été raconté jusqu'ici? Je pense que c'est arriver à voir le micro à ce niveau permet justement de voir cette continuité beaucoup mieux que quand on prend les narrations islamiques plus tardives qui sont finalement des histoires des origines qui veulent donner une image beaucoup plus smooth, comme disent les Anglais, et je pense que Hugh Kennedy, par exemple, un chercheur qui a travaillé beaucoup sur la première époque de l'islam, son grand argument, c'est qu'en fait, le vrai successeur de Rome dans la Méditerranée, c'est le califat. Ce n'est pas tous les gens qui se réclament de Rome dans le nord de la Méditerranée, qui sont en fait toute une série de groupes beaucoup plus fragmentés et qui surtout, le principal critère qu'il choisit, c'est le fait que c'est les seuls, bon d'abord c'est le seul empire, mais c'est un empire qui fonctionne sur le prélèvement de l'impôt pour payer des armées qui continuent ou qui maintiennent les conquêtes, et d'autre part a une politique de négociation, disons, avec les élites locales. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement dans une continuité avec les précédents. Ils avaient bien appris la leçon en observant ce qui se passait. Je pense que ça, c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à voir ou à conceptualiser parce qu'on a, à cause de Pyrène a eu une influence énorme en fait sur la façon dont l'Europe a conçu sa propre histoire, et l'idée que le vrai successeur de Rome, c'est les autres, parce que l'islam, c'est les autres, le califat, c'est les autres, c'est pas possible. Ça ne prend pas vraiment ça fait pas vraiment l'affaire, parce que c'était une autre religion, une autre langue, un autre, je sais pas quoi, tout, un autre continent. Mais quand on raisonne en termes de Méditerranée, finalement, c'est un peu comme ça que ça commence. C'était les parties, finalement, à l'époque où ils ont conquis les provinces romaines, ce qui restait des provinces romaines, c'était les plus riches, les plus prospères, etc. Donc, c'était celles qui étaient le plus dans la continuité de Rome. J'ajouterais, merci Arietta, j'ajouterais peut-être pour répondre à Thierry, parce qu'on a eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est d'abord travailler et insister sur les détails, c'est vraiment un acte militant, parce que ce n'est pas évident de faire une histoire des débuts à partir des documents, y compris dans le champ académique, parce que on est encore dans une grande fresque historique, que ce soit chez les chercheurs occidentaux ou les chercheurs musulmans, de cette saga musulmane telle qu'elle est racontée. Donc déjà, ne pas parler de califat, ne pas parler de musulmans, ne pas parler, avoir un autre langage, celui des documents, un langage où, si on prend les 150 premières années, on n'a quand même pas le mot musulman, pas le mot djihad, pas le mot calife, on n'a rien de tout cela. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, que ça n'a pas son importance, mais c'est aussi essayer d'imposer un autre discours, une autre histoire à côté de celle qui est canonisée par les juristes et par les penseurs musulmans à partir du 9e siècle. On en a parlé, je pense qu'on va revenir pour la dernière conférence. Donc déjà, on est obligé quelque part à aller dans les détails, à montrer, etc. Après, sur le plan macro, je pense que pour moi, en tout cas, ce que je tire comme principale leçon, c'est que on a un autre langage qui est complètement différent, qu'il faut réhabiliter. C'est-à-dire que si on prend par exemple le djihad comme... alors le terme existe dans le Coran, mais comment se fait-il que le terme djihad n'apparaît jamais dans des centaines, voire des milliers de documents? Ouais.
issus de la chancellerie qui parlent d'expéditions militaires, de conquêtes, de siège de Constantinople. Donc c'est un terme convoqué plus tard, auquel on va donner un autre sens, mais qui n'est pas celui de l'époque, qui n'est pas celui. Donc c'est un des termes le plus politique en islam, le plus chargé de sens, mais qui n'existe pas, qui va être récupéré dans le Coran avec un autre sens. Le mot musulman, il est aussi très problématique parce que, alors bien entendu, les musulmans ne vont pas, quand on s'adresse aux populations conquises, on va se dire on est des immigrés, on est des musulmans parce que c'est un statut administratif, mais tout de même, c'est un terme qui n'apparaît pas pendant 120 ans. Donc, on se pose aussi la question sur cette formation lente de l'islam qui va s'imposer après dans un discours qui devient figé et qu'on a vraiment du mal à s'en débarrasser. Donc voilà, je dirais que ce sont là quelques leçons à tirer, mais surtout celui qui travaille, et moi je suis très admiratif du travail d'Arita, d'abord ce sont des documents très, très difficiles, mais en plus, le discours qu'on entend assez souvent, y compris aujourd'hui par des chercheurs qui connaissent très bien ces documents-là, ils disent, bon, d'accord, c'est très bien, mais ça ne remplace pas les sources, ça ne remplace pas la saga musulmane. On est obligé de parler de calife, de califat, de djihad. On est dans d'autres sphères qui dépassent de loin, je pense, la recherche académique. On est dans des situations de pouvoir académique et de théorie fortement installées dans le champ académique et encore pire dans le champ public et politique. Oui, c'est intéressant aussi comment, en fait, parlant de langage, et c'est ce dont on parlait l'autre jour au téléphone, c'est comment il y a un changement qui est très clair, je dis c'est les successeurs de Rome, mais on voit aussi une évolution très intéressante parce que ces impôts publics, que dans ce premier document on appelle toujours les impôts publics, en grec, c'est un scribe qui faisait ça 3 ans avant, il faisait ça pour les Byzantins. Il appelle ça les impôts publics. Au début du 8e siècle, quand on parle d'impôts, on parle des impôts du commandeur des croyants. Et on a vraiment l'impression que là, on passe à cette conception beaucoup plus personnalisée de l'État, où le commandeur des croyants et son unité politique, disons, se confondent quelque part. Ça m'a fait penser en fait à ce que moi je paye ici en Angleterre, je paye des impôts à une entité qui ne s'appelle pas le Trésor public, mais qui s'appelle les douanes et les revenus, hein, ou le Trésor de Sa Majesté la Reine, enfin de Sa Majesté. Donc c'est exactement cette même conception médiévale de l'État finalement qui est un peu où le souverain est une métonymie pour l'État lui-même. Et ça commence là aussi, je pense que c'est la première attestation qu'on a de ça après Rome, bien avant que ça commence dans les royaumes médiévaux, parce qu'il n'y avait pas d'impôt public dans les premières étapes post-romains en Europe. Donc là aussi, cette conception très médiévale du pouvoir, finalement, qui devient plus tard standard au Moyen-Âge, commence à ce moment-là. Je ne vois pas bien donc s'il y a une question, allez-y, n'hésitez pas. Ouais, moi j'ai une question. Bonsoir Arietta. Oui, merci beaucoup pour la conférence. Alors je ne suis pas médiéviste, donc je pars d'un point de vue d'ignorant complet. Et en plus, circonstance aggravante, mon Internet était mauvais, donc ça a coupé à plusieurs reprises dans la conférence. Donc je vais vous poser une question que vous avez probablement couverte, mais j'y vais quand même. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous décrivez à partir des sources, c'est la réalité impériale partout. Un empire fonctionne toujours comme ça et un empire n'a pas la possibilité d'homogénéiser. Absolument. Mais néanmoins, l'empire a un principe universaliste quelque part.
Rome fait des citoyens ou essaye de faire des citoyens, l'Empire colonial français fait des citoyens ou essaye de faire des citoyens, en théorie. Et en vérité, ce qu'on a, c'est des types de citoyenneté très différents et des négociations. Mais, donc évidemment, c'est difficile de savoir où l'universel se trouve, au-delà de la construction a posteriori de cet universel, ou de la construction politique ou idéologique de cet universel. Néanmoins, l'universel est aussi un facteur de droit ou de claim making, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, oui. Et moi, la question que je pose, et c'est sûrement quelque chose que vous avez couvert dans la conférence, mais mon Internet a coupé. Mais est-ce que dans les documents de la chancellerie ou dans les documents officiels, on voit des gens qui disent « Mais attendez, nous, on est des musulmans » ou « Nous, on se réclame de l'universel, on réclame un statut d'égalité ou un traitement plus égalitaire dans l'impôt ou dans les droits. » Et donc, est-ce qu'ils s'approprient cet idéal universel qui n'est pas applicable concrètement pour faire de la contestation ou de la négociation avec les autorités centrales Non, parce que je pense que c'était des populations, ces populations qui étaient pas des citoyens comme les... la notion de citoyenneté ne se pose pas comme à Rome du tout. Non, mais j'aurais dit musulmans, là, en l'occurrence, plutôt que citoyens, j'aurais dit musulmans. Mais comme disait Sophie, musulman est un terme qui n'apparaît pas. Par contre, dans les documents de la chancellerie, venant vers, parce que c'est ce qu'on a des textes produits dans la chancellerie et arrivés dans ce village, mais il y a des choses très intéressantes. Par exemple, je n'ai pas parlé de ça parce que c'est tout un autre sujet. Le gouverneur se plaint auprès de cet administrateur qu'il n'a pas envoyé les impôts à temps, qu'il n'a pas fait ceci, qu'il n'a pas fait cela, qu'il est corrompu et qu'il a gardé une partie, qu'il a essayé de corrompre je ne sais pas qui, enfin toute une série de plaintes très, très précises qu'on trouverait à peu près dans n'importe quel empire ou même dans quel État. Mais ce qui est intéressant, c'est certaines de ces plaintes portent sur la façon dont ils traitent la population. Et là, on voit que le gouverneur exprime son idéologie sur comment il faudrait faire. Et il dit, parce qu'un bon administrateur ou un bon serviteur du commandeur des croyances devrait faire ceci, cela, et être égal, et il devrait recevoir les sujets et puis leur donner un temps de parole et pas disparaître, je sais pas quoi, ou ne pas donner des impôts plus élevés à ses amis et moins élevés à ses... plus élevés à ses ennemis et moins élevés à ses amis. Donc, ou pour la distribution des amendes, pareil, la distribution des amendes doit être équitable. Donc, il y a un souci d'équité qui est absolument transparent dans la... En même temps, ça, c'est de la rhétorique du pouvoir. Il savait peut-être très bien que ça n'allait pas arriver, mais il fallait qu'il le dise. Donc, il y a vraiment une rhétorique qui c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans dans la Muqaddimah, dans Ibn Khaldoun, il y a cette histoire du cercle de la justice, où il y a, pour que le pouvoir puisse tenir, il faut une justice, et pour que la justice se maintiennent, il faut que les sujets soient prospères, pour que les sujets doivent être prospères pour pouvoir tirer des impôts qui vont payer une armée, qui va maintenir le pouvoir, etc. Et donc ça tourne. Et la justice est un élément très important là-dedans, et la prospérité des sujets. Et ça, on le trouve déjà, donc Ibn Khaldoun, c'est plus tard, mais on le trouve déjà dans les lettres des gouverneurs qui viennent, que, par exemple, cette année, la récolte n'a pas été bonne, il faut, ou si la récolte a été bonne, il faut faire. Donc, il y a un souci d'équité d'en haut. D'en bas, on ne voit pas trop de revendications. Parce que, bon, je pense que c'est des gens qui étaient habitués, parce que les Romains, ce n'étaient pas des tendres non plus avant. Donc, c'est des populations qui sont habituées à ça. Et il y a un autre élément, je pense que, et qui est très bien montré par cette espèce
de ronde jambe qu'ils font à Basile, qui est que c'est ces gens-là qui les tiennent, en fait. C'est pas le gouverneur à Fustat, il est très loin pour ces gens. C'est la personne importante, c'est la personne qu'ils ont qui les a directement sous son autorité. Et ces élites, on sait par ailleurs, et on ne le voit pas du tout dans ce dossier, parce que c'est un dossier administratif, mais on sait très bien que toutes ces élites, par ailleurs, elles prêtaient de l'argent. Une de leurs, comme elles avaient de l'argent, une façon de l'investir, c'était le prêter. Ils prêtaient de l'argent en particulier aux gens qui ne pouvaient pas payer leur capitation. Et ces gens devenaient d'autant plus dépendants, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas repayer, ils ne pouvaient pas payer. Donc, ils travaillaient gratuitement, par exemple, pour repayer ce prêt. Et c'était année sur année, évidemment, ils accumulaient des dettes, donc ils étaient complètement les mains liées vis-à-vis des élites intermédiaires. Du coup, les revendications, je crois que ça n'allait pas très loin. Mais venu d'en haut, visiblement, il y avait une conscience de ce problème. Non, ma question était probablement très anachronique, mais merci de votre réponse. Non, parce que c'est vrai que c'est visiblement le gouverneur et les autorités impériales étaient bien au courant. Et d'ailleurs, on le voit chez les juristes, d'ailleurs. C'est un problème qui se posait. Oui, Afnan. Il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sopri. Bonsoir, Madame Rita. Merci pour cette présentation. En fait, c'est par rapport à la déclaration de garantie. J'ai une petite question qui fait partie de l'archive d'Aphrodite. Vous avez dit que normalement, cette déclaration n'est pas envoyée à l'autorité officielle puisqu'elle reste dans l'archive de Pagarque. Donc, s'agit-il d'une deuxième copie qui est gardée chez le Pagarque Basile, mais la première copie, elle est déjà envoyée à l'autorité centrale? Surtout bien que le gouverneur a besoin de cette déclaration justement pour être à l'abri face au problème des fugitifs. Donc, je ne sais pas s'il s'agit justement de deux copies, une copie qui est envoyée à l'autorité officielle et une copie qui est restée qui est gardée par le Pagarque. C'est tout à fait possible. Il y a deux choses qui vont contre ça. L'une, c'est que c'est en copte. Et l'autre, c'est que le gonflement, disons, rhétorique porte sur l'administrateur local, pas sur le gouverneur. Si ça allait vraiment au gouverneur, il y aurait beaucoup plus de fioritures autour du nom du gouverneur qu'autour du nom du Pagarque, enfin, de ce qu'on appelle le Pagarque. Donc, je pense que c'est vraiment... C'est des documents, en fait, c'est assez normal. Je pense qu'on écrit, voilà, au nom d'eux. On reçoit des tas de... Bon, les tribunaux français, par exemple, vous font des papiers qui sont des décisions au nom du peuple français. Enfin, bon, il y a toute une série de... On écrit, on s'adresse au gouverneur, mais en fait, la personne qui a vraiment besoin de ce papier, c'est quand même l'administrateur local, parce que c'est lui qui va aller vérifier s'ils ont donné les hommes. C'est pas Et puis je pense que les gouverneurs, ensuite, s'il manquait d'hommes, ils descendaient dans les villages locaux et puis dans les administrations locales et regardaient, est-ce que vous avez des papiers de ce village, pourquoi ils n'envoyaient personne? Oui, justement, s'ils n'ont pas reçu, par exemple, cette garantie et les hommes n'ont pas accompli leur travail à l'Arsenal, alors ils ont besoin de cette déclaration pour donner une amende au voilà, oui. Non, mais c'est possible. Enfin, ce qui est possible aussi, c'est que
eux, ils fassent le texte, par exemple, dans leur langue en copte, en, je sais pas moi, en persan en Iran ou n'importe quoi, que l'administrateur local garde ça chez lui et fasse faire une copie en grec, une traduction grecque ou en arabe pour envoyer au centre, dans laquelle il met les formes un peu plus, coupe un peu ses propres honorifiques et en ajoute pour le gouverneur. Et puis, ça c'est possible. Malheureusement, on n'a pas d'archives on n'a pas les archives de la chancellerie de Fustat. Ce serait très bien, ça. Justement. Merci. D'autres questions? En attendant peut-être une question, j'ai une petite remarque par rapport à, parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce domaine, c'est vraiment alors les pratiques de chancellerie, bien entendu, mais même la notion d'archive. Est-ce qu'on peut vraiment parler déjà d'une, bon, je pense que oui, mais est-ce qu'on peut parler d'une politique d'archivation, d'une vraie, de vraies archives qui existaient? Alors, bien sûr, on n'a pas les archives de Fustat, on n'a pas les archives de Damas, de Kairouan, de Koufa, etc. Je dis ça parce que, encore, dans le débat entre historiens, déjà, on part de très loin. La question au début, est-ce qu'il y avait des archives dans l'islam médiéval tout court? Maintenant, on le sait pour les périodes tardives, oui. Mais la question, elle a du mal à être vraiment bien posée dès le départ. Parce que quand on voit toutes ces pratiques sous souci, cette langue aussi qui est assez perfectionnée, ce qui est complètement pas étrange, mais exceptionnel, parce qu'on n'a pas de témoignage en arabe avant l'islam qui soit de ce perfectionnement-là. Et on a l'impression que ce que dit Robin, c'est que Christian Robin, c'est qu'avec avec l'Empire, l'arabe a pris une toute autre ampleur. Et donc cette question d'archives, elle est centrale parce qu'on le voit dans les pratiques, mais la question reste assez timide. Oui, oui, parce qu'avant, il y a le livre de Marina Rostov, hein, Oui. ça vraiment reprend la question autant que et ce qu'elle dit, ce qui est quand même très vrai, c'est que il y a beaucoup de préjugés là-dedans. Et puis on parle beaucoup des archives en Occident, mais une bonne partie des archives en Occident, c'est quand même des copies dans des registres. Mm. C'est que très très tard qu'on commence à avoir des originaux. Comparativement, alors qu'on a des textes originaux qui étaient des textes d'archives pour le monde islamique beaucoup plus tôt qu'en Occident, et beaucoup plus de textes originaux. Donc déjà, il y a cette espèce de préjugé général qui est... Mais je pense aussi que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passait à Fustat ou ce qui se passait à Kairouan, mais c'est impensable quand on voit ce qui descend. Et ce qui descend, c'est souvent le deuxième ou troisième niveau d'un échange. C'est-à-dire qu'au centre, on est capable d'aller ressortir des documents, vérifier des cas, etc. Il y a toute une série de signes aussi qui montrent que ça ne pouvait pas se faire sans archives, sans avoir... Maintenant, Aphrodito même, on a des archives, il y avait quelqu'un qui devait garder des archives depuis, ou dans les villes, depuis au moins le IIe siècle après Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire que, donc, il y avait une habitude quand les gens archivaient les choses parce que, bon, qu'on savait affaire avec la propriété, qu'on savait affaire il y a des documents qui sont plus utiles qu'on remette sur le marché. On se rend compte, par exemple, que là, toute une série de papyrus qui sont utilisés pour des choses privées ou pour des choses commerciales, etc., sont écrits sur le verso de textes qui venaient des archives municipales, mais qui n'étaient plus d'actualité. Et les archives, visiblement municipales, revendaient du papier de temps en temps pour
Et ça, on le retrouve là, tout le bouquin de Marina, c'est là-dessus. Elle a trouvé, en fait, elle reconstitue des textes, toute une série de textes de la chancellerie des Fatimides à partir de fragments, parce que ces textes avaient été recoupés et vendus ou donnés à réutiliser. Et puis, une bonne partie d'entre eux ont fini dans la Guéniza du Caire et puis ont été réutilisés. Il y a des contrats de mariage sur lesquels on voit de superbes écritures de la chancellerie fatimide, autour de laquelle écrit le scribe qui écrit le contrat. Donc, c'était une pratique qui était très courante. Donc, c'était des archives qui, sinon, ils auraient débordé, évidemment, comme partout. Mais je pense que il y a des choses qui sont impensables sans une pratique archivistique. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, bonsoir, je vous remercie de la présentation, Franck Veil. J'ai eu des perturbations de réseau là, pendant la conférence, et moi aussi. Est-ce que ce serait possible, j'étais surpris là d'entendre, donc il y avait apparemment une non-mention du terme de musulman dans les documents. Il y avait comme un non-souci de conversion. Alors ça correspond pas au récit habituel qu'on a sur la conquête islamique, qui serait une conquête de foi, de conversion, d'une part. Et puis d'autre part, c'est quand même surprenant dans des documents d'imposition où l'impôt est en partie lié au fait d'être ou pas musulman, que le terme n'apparaisse pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, moi, je pense que le terme musulman n'apparaît pas. Il a dû exister dès le départ, hein, mais il n'apparaît pas parce que ça dépend à qui on s'adresse et dans quel contexte. Là, ce sont des documents administratifs et ce qu'on appelle classiquement les musulmans s'identifient comme des muhajiroun parce que c'est l'acte d'immigrer qui fait d'un homme un soldat avec un ayant droit inscrit dans les registres militaires pour l'obtention d'une rétribution en nature et en espèces. On n'a pas de documents entre musulmans. Et même quand on a des documents entre musulmans, on s'adresse tout simplement par les noms propres. Les premières mentions de musulmans, c'est sur les stèles funéraires à partir des années 100 de l'Hégire, je crois. Donc, à peu près une centaine d'années après l'apparition de l'islam, on a les gens de l'islam. Le plus grand malheur qui a frappé les gens de l'islam, c'est la mort du prophète. Ce qui ne veut pas dire que le terme n'existe pas, mais en tout cas, la terminologie administrative, elle désigne les conquérants, les ayants droit par le terme muhajiroun et les contribuables dans la documentation arabe par les termes de gens de la terre, essentiellement, et dans les ordres de paiement, tout simplement par leur nom. On n'a pas de qualificatif juridique qui désigne ces catégories. Les documents, ils ne mentionnent pas les conversions. C'est-à-dire que les documents, quand on lit les sources musulmanes à l'aune de ces documents-là, on comprend que, enfin, c'est mon idée, que la conversion, les questions de conversion se posent à un moment où une bonne partie des contribuables étaient dans l'incapacité de payer cet impôt, peut-être pas parce que l'impôt était très très élevé, mais parce que leurs conditions économiques étaient médiocres. Et il y avait ce billet pour échapper, c'est-à-dire se convertir et rejoindre, que ce soit l'armée ou la ville, pour devenir un artisan. Mais la conversion donc, représentait une issue assez importante pour un certain nombre de contribuables. Ceci étant dit, les musulmans ici étaient soumis à un autre impôt plus léger, mais tout de même un impôt qui est le sadaqa, et donc il y a toute une administration qui gérait la collecte des impôts des musulmans. Et voilà, je pense que la nature de documents aussi, c'est pas un discours visé, mais en tout cas, ce sont des termes utilisés dans un cadre administratif
à l'adresse des populations conquises. Et donc, ce n'est pas, enfin, moi, à mon sens, ce n'est pas étrange que le mot, le terme islam, musulman n'apparaisse pas encore à cette époque-là. Ce n'était pas le terme, parce que même le chef de l'Empire, il est commandeur des croyants, il n'est pas commandeur des musulmans. Là encore, le terme croyant, on peut le voir comme ce noyau originel des adeptes de Mohammed, mais on peut le voir aussi comme le commandeur des croyants de l'Empire, c'est-à-dire de toutes les populations de l'Empire, et pas uniquement des musulmans. Ok, merci. Est-ce qu'il y a peut-être quand même l'idée qu'à l'époque, le Coran n'est pas codifié, n'est pas, c'est un document qui est en cours d'élaboration. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue là aussi dans le fait que ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam, en fait, ne s'appelle pas l'islam lui-même et n'a peut-être pas encore ces termes, comme vous l'avez dit pour le djihad, qui navigue et qui va arriver dans le Coran sous une autre acceptation. Je ne sais pas, hein, hypothèse. Alors, pour la première période, moi je suis d'accord avec vous, la codification du Coran, elle est tardive, mais elle n'est pas aussi tardive que cela, c'est-à-dire qu'elle est quasiment contemporaine, elle est antérieure même, selon les nouvelles recherches sur les codex coraniques, elle est antérieure, par exemple, aux documents que Arieta a présentés. Sauf que pareil, dans le Coran, ça dépend comment on traduit le terme islam. Beaucoup de chercheurs le traduisent par le fait de se soumettre à Dieu, mais qui ne désigne pas une catégorie. Peut-être que la catégorie musulman arrive un peu tardivement avec le discours juridique. Mais en tout cas, même dans le Coran, le terme croyant l'emporte largement sur le terme musulman, de très loin. Ok. Merci. Donc, oui. Bon, si on n'a pas d'autres questions, je voudrais remercier à nouveau tout le monde de votre présence. Merci beaucoup. Et bien sûr, remercier Arieta qui, depuis Londres, nous a accompagnés. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine et dernière. Ah, pardon. Tu veux poser une question, Thomas? Non. Ah. Je vois une main. Ça c'est des applaudissements. Ah, très bien. Ça fait 1 an qu'on est sur Zoom quand même, il faut s'y mettre. Hein. Oui, mais comme on est fatigué, parfois on oublie. Comment on fait pour les applaudissements, c'est où? Réaction. Merci. C'est mieux comme ça. Là. Sobi, il faut peut-être annoncer que la prochaine date a changé et que c'est le 6 mai. Voilà. Alors, la prochaine conférence qui devait avoir lieu en avril, elle est reportée pour le mois de mai. C'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on peut-être qu'on pourra la faire en présentiel. Et donc, ce sera le 16 mai, même horaire, 18h-20h, avec Makram Abbas. Et on s'intéressera à d'autres catégories, à d'autres types de documentation ce sont des épîtres politiques de plus ou moins de la même période, avec le titre « Conseiller penser le politique en islam ». Donc voilà, le 16 mai, je vous remercie, je vous souhaite tous et toutes une très bonne soirée. Le 6 mai, non? Tu as dit le 16 mai, le 6 mai. Le 6 mai, oui, pardon, le 6 mai, pardon. Le 6 mai. Si c'est fait en présentiel, est-ce qu'il y aura un doublage en webinaire ou pas? Oui, toujours. C'est toujours filmé et donc diffusé, donc il n'y a pas de souci. C'est accessible, au loin. Merci à tout le monde, merci Arieta. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Vive la chaire Averroès.